Tu veux vivre dans cette maison? Alors mets-toi à genoux et mange ce qu'elle a cuisiné. Je ne le répéterai pas. Elle seule mérite de manger ici. Oh mon Dieu! Amara, qu'as-tu fait faire à ma mère? Mon cher ami, avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, prends un instant pour te recueillir, car certaines histoires ne sont pas faites que pour être entendues. Elles sont là pour nous rappeler ceux qui ont tout sacrifié pour nous, surtout nos mères. L'histoire que tu vas entendre ne parle ni de richesse ni de pauvreté. Elle parle de l'amour maternel. Ce qui, une fois perdu, est irremplaçable. Et parfois, un seul geste irréfléchi suffit à briser le cœur d'une mère. Mais avant de commencer, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Lagos, Abuja, Accra, Nairobi, Londres, New York? Indiquez votre ville en commentaire pour que nous sachions où cette histoire vous a touché. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune des émouvantes histoires africaines à venir. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez cette histoire vous toucher au plus profond de votre cœur. Mama Reddy était l'image même de la mère Yoruba. Une femme qui a passé sa vie entière à préparer du mua-mua fumant, bravant le soleil et la pluie pour élever son fils unique, fait, jusqu'à ce qu'il devienne ingénieur en informatique, puis PDG d'une start-up florissante à Iyikwa. Dans sa jeunesse, les habitants de la route d'Olegba la connaissaient bien. La table basse en bois, le cuiseur vapeur en aluminium crachait de la fumée, l'air embaumait le parfum des haricots moulus et des feuilles de bananier. Un parfum si riche que les enfants qui passaient se retournaient sans cesse. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, mais le muam qu'elle préparait était doux comme de la soie, d'un or éclatant, fumant encore, le petit déjeuner qui nourrissait tout un quartier pauvre. Femi, mange vite et va à l'école. Tu dois quitter cette rue, répétait-elle chaque matin, poussant la plus grosse portion, la plus garnie de poisson, vers son fils, tandis qu'elle-même ne mangeait que les miettes au fond de la marmite. Dès son plus jeune âge, la vie de Femi se mesurait au nombre de muam vendus par sa mère. L'argent des frais de scolarité provenait des clients qui payaient en petites coupures. Ses nouvelles chaussures d'école furent achetées pendant la saison des pluies, lorsque sa mère vendait sous une bâche en nylon déchiré, les pieds trempés d'eau sale, toujours souriante. Ce n'est rien. Je peux gérer. Tant que tu n'as pas à quitter l'école. Femi grandit entouré de vapeur, de haricots, d'huile et de la sueur du sacrifice de sa mère. Il étudiait sous l'ampoule jaune vacillante de leur chambre exiguë, à côté de piles de feuilles de bananier lavées et prêtes pour le lendemain matin. Chaque fois qu'il avait une bonne note, il rentrait à la maison en courant, essoufflé. « Maman, je suis premier de la classe. » Maman Eddy s'essuya les mains sur son tablier, le serra fort dans ses bras, des larmes coulant sur son visage sombre et luisant. « Mon fils ne sera jamais au bord de la route à vendre du wam vous comme moi. Dieu a entendu mes prières. » Lorsque Fay réussit l'examen d'entrée dans une prestigieuse université de Lagos, maman s'offrit pour la première fois de sa vie une nouvelle adresse prestigieuse. Assise au dernier rang, elle ne comprenait pas l'anglais prononcé sur scène, n'entendant clairement qu'une chose, fait et prêt, suivi d'applaudissements. Ses mains se joignirent, tremblantes. Elle repensait à chaque matin pluvieux, à chaque fois que ses genoux la faisaient souffrir après avoir passé la journée debout. À chaque nuit passée à ramasser les haricots éparpillés sur le sol, car le lendemain, il faudrait en moudre d'autres pour vendre. Tout cela en valait la peine pour entendre ce nom prononcé. Des années plus tard, lorsque Fay devint ingénieure en informatique, puis décrocha un poste dans une grande entreprise de l'Internet des objets, elle ne comprenait toujours pas ce que signifiait la technologie. Elle savait seulement que son fils travaillait désormais dans un grand immeuble de verre climatisé, avec ascenseur, et que l'on le qualifiait d'homme du futur. « Mon fils travaille dans l'informatique », annonçait-elle fièrement aux voisins, comme si elle avait elle-même inventé le smartphone. « Je ne sais pas ce qu'est un ordinateur, mais ça doit être quelque chose d'important. » Il rentre si fatigué qu'il s'endort sur une chaise. Lorsque Fay créa sa propre start-up, ceux qui s'étaient moqués d'elle, le fils d'un vendeur de muamais finira par vendre du muamais lui aussi, changèrent soudainement d'attitude. Il l'appelait « Patron Boa », un homme qui avait réussi. Mais maman l'appelait toujours « mon bébé ». Le terme « PDG » lui paraissait étrange, mais Fay continuait de manger le muwa qu'elle avait préparé, toujours assis sur la vieille chaise en bois du porche, et répétait « Cette odeur me manque tellement ». C'était là ses véritables victoires. Puis, comme dans beaucoup d'histoires de Lego, un jour, Fay ramena à la maison une femme qui bouleversa le rythme de la vie quotidienne. Amara arriva comme une brise parfumée. Elle descendit d'une voiture rutilante, ses talons claquant sur le chemin de pierre. Ongles vernis d'un rouge bordeaux, écran de téléphone toujours allumé, cheveux bouclés en douce ondulation, robe moulante épousant sa silhouette fine. Maman fit de son mieux pour l'accueillir chaleureusement. Elle avait préparé un plateau de mowo, de riz jollof, de plantain frit, tout ce qu'elle pensait plaire aux citadins. Elle sourit gentiment, la voix légèrement tremblante.
Amara, goûte ce que maman a préparé. Femi a grandi en mangeant ça. Amara en prit une bouchée, puis reposa sa cuillère, un sourire aux lèvres, mais pas aux yeux. C'est bon, à la façon traditionnelle, maman. Mais j'ai l'habitude de manger des choses un peu plus modernes. Maman acquiesça rapidement. Ce n'est rien. Maman peut apprendre. Tant que mon fils a quelqu'un pour bien s'occuper de lui, maman mangera de tout. Leur mariage eut lieu dans une grande église de Lagos. Maman était assise au premier rang, vêtue du plus beau bouba et de l'héros qu'elle ait jamais porté. Des mèches d'un or éclatant ornaient ses cheveux. Elle contemplait son fils, élégant dans son costume. Amara, resplendissante dans sa robe blanche. Les lumières, la musique, les cris, embrassaient la mariée. Son cœur débordait d'une simple certitude. Enfin, mon fils a une famille. Je suis vieille maintenant. Je peux me reposer. Après le mariage, Femi emménagea dans une petite villa à Ekwa, où les rues étaient plus propres, les klaxons moins fréquents, et où tout semblait plus raffiné que dans son quartier d'enfance. Quelques mois plus tard, il revint chercher sa mère pour qu'elle vive avec eux. « Maman, je ne veux plus que tu vives seule. Je peux prendre soin de toi maintenant. Tu as besoin d'être près de moi. » Maman hésita. La rue boueuse, les voisins bruyants, les rires provenant du stand de boissons du coin. C'était sa vie. Mais en voyant le visage radieux de son fils, elle acquiesça. Là où vit mon fils, c'est chez moi. La maison d'Ekwa était lumineuse et spacieuse. La cuisine était équipée d'une plaque et d'un four électrique, d'un réfrigérateur à 2 portes et d'un sol en marbre. Maman entra et toucha le plan de travail comme si elle touchait quelque chose d'un autre monde. Cuisiner ici doit être un vrai plaisir. Elle sourit. Au début, Amara s'efforçait d'être polie. Elle appelait sa mère gentiment, portait ses sacs et lui apprenait à utiliser la télécommande. Mais bientôt, de petites différences apparurent, de minuscules fissures et des murs fraîchement repeints. Le matin, maman se levait à 5 heures par habitude et se dirigeait vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Elle préparait du porridge, des plantains frits, et parfois du muayam moa à la vapeur dans les petits bols qu'elle avait rapportés de la vieille maison. La première fois qu'Amara entra dans la cuisine, son téléphone à la main, elle fronça les sourcils à cause de l'odeur. « Maman, ça sent un peu fort. Cette maison est bien isolée, contrairement à la rue. » Maman sursauta. « Oh, pardon. Maman va ouvrir la fenêtre, mais j'ai une réunion en ligne. Si la maison sent comme ça, les gens vont croire qu'on vit dans une cantine. » Elle rit légèrement, mais l'expression « ça sent la cantine » fit l'effet d'une bombe sur maman. Un autre jour, maman pliait les vêtements du couple, ses mains tremblant légèrement avec l'âge. Une des chemises de Femi n'était pas parfaitement droite. Amara la prit et secoua la tête. « Maman, on ne plie pas les chemises comme ça ici. Elles sont trop froissées. À Ekwa, on les repasse et on les suspend, on ne les plie pas comme au marché. » Maman baissa la tête. « Pardon, maman va recommencer. » Amara rit et prit une photo, qu'elle envoya à ses amis d'Ekwa, vivant dans un village modeste. Les conversations étaient inondées d'émojis, mais maman ne les vit jamais. Elle n'entendait que les rires étouffés du salon et la voix douce de Femi. « Ne vous moquez pas de maman. Elle est sensible. » Peu à peu, les repas à la maison changèrent. Fini le jolaf de maman. Désormais, c'était pâtes, salade, steak. Amara engagea une femme de ménage professionnelle, prétextant qu'il fallait laisser maman se reposer. Ça fait mauvais, genre si les gens disent qu'on l'a fait cuisiner à son âge. Mais personne ne demanda à maman si elle voulait se reposer. Cuisiner, c'était sa vie. Être chassée de la cuisine, c'était comme être exclue du monde. Souvent, le soir, elle préparait discrètement un peu de riz nature, un peu de ragoût, et le mettait de côté. Au cas où Fé rentrerait tard et aurait faim, se disait-elle. Un soir, Fé rentra tard, eut malaire. Oh, waouh! L'odeur me manque. Maman a fait du ragoût. Ça fait si longtemps. Il mangea 2 bols entiers, sans se rendre compte qu'Amara se tenait devant la porte de la cuisine, les bras croisés, fixant la casserole comme s'il s'agissait d'un intrus. Après cette nuit-là, Amara commença à donner subtilement des conseils à Fé sur la nourriture, sur l'image, sur le fait que les maisons d'Ekwa pouvaient sentir constamment l'huile de friture et les oignons, comme dans les quartiers pauvres. Femi était occupé, accablé par les réunions, les contrats et les investissements. Il hocha la tête, distrait, sans percevoir les légères variations de sa voix. « Bien sûr, comme tu veux. Tant que maman est à l'aise, disait-il toujours, comme un voile recouvrant une blessure invisible. Mais pour Amara, le confort consistait en réalité à éloigner peu à peu maman de la cuisine, du cœur du foyer, et finalement de son sentiment d'appartenance. D'abord le petit déjeuner. Laisse la bonne cuisiner,
Maman. Tu devrais te détendre, dit-elle d'une voix douce mais ferme, tout en rangeant les casseroles et les poêles de maman sur l'étagère la plus haute. Puis vint l'odeur de la nourriture. Amara avait acheté des désodorisants d'intérieur très puissants et en vaporisait partout dès que maman faisait frire quelque chose. La maison doit sentir le parfum, expliqua-t-elle. Pas l'huile de cuisson. Ensuite, ce fut au tour de la vaisselle. Maman adorait ces vieux bols ébréchés, mais encore utilisables. Pour elle, gaspiller d'eux. Belles choses étaient un péché. Amara les vit et les rassembla dans une boîte. Ils ont l'air trop abîmés. Maman, je t'ai acheté un tout nouveau service brillant. Mais quand les nouveaux bols arrivèrent, maman n'osa pas les toucher. Elle avait peur de les casser. Peur d'entendre une autre remarque. Maman n'est pas habituée aux belles choses. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, plus la maison devenait moderne et agréable, plus maman se sentait petite à l'intérieur, se réfugiant dans son petit coin, s'accrochant aux quelques vieux objets qu'elle conservait comme un souvenir qui s'estompe. Fémie aimait sa mère. C'était vrai. Il l'embrassait encore après le travail. Il envoyait encore de l'argent à la famille. Il lui achetait encore de bonnes choses. Il était absorbé par la médecine, mais aussi par les courriels, les échéances et les réunions. Il commençait à manquer des détails importants. La façon dont maman se levait discrètement quand Amara critiquait sa nourriture. Son hésitation à tendre un bol à quelqu'un, incertaine de sa place. La taille qu'elle laissait échapper en passant devant la cuisine impeccable et lumineuse, sans odeur de haricots, sans feuilles de bananier, sans mumua fumant pour son fils. Il pensa, maman vieillit et devient sensible. Je l'emmènerai à une retraite spirituelle un jour, ça lui fera du bien, se rassura-t-il. Mais dans cette maison, derrière les murs blancs et les sols cirés d'équois, des fils invisibles se rompaient un à un. Et tout avait commencé par des broutilles. Un bol appelé « deux villages ». Une marmite de ragoût étiquetée « pas chic ». Un muet rangé au réfrigérateur parce qu'il ne correspondait pas à nos goûts. Un seul petit changement avait suffi à briser le cœur d'une mère. Depuis que maman était venue vivre chez eux pour sa retraite, Amara se moquait de ses vieux vêtements Ankora, de sa nourriture pauvre, de sa démarche sans regarder. Au début, tout cela semblait être de simples plaisanteries. Maman, ce tissu Ankora, il date de l'indépendance du Nigeria ou quoi? Le regard d'Amara glissa sur le tissu délavé et elle eut un sourire narquois. La mère d'un PDG habillée comme une vendeuse de mamouets dans la rue. On pourrait croire que notre maison est une œuvre de charité pour les sans-abri. Elle éclata de rire après avoir dit cela, ses doigts faisant défiler l'écran. Son téléphone, sans même prendre la peine de regarder maman dans les yeux. Maman força un sourire en lissant les bords de son chemisier. Ce chemisier, mon fils me l'a offert quand il a commencé à travailler. Je le porte pour me souvenir de ce jour-là. Oui, les souvenirs sont précieux, maman. Mais aïe quoi, on ne s'habille pas comme ça, répondit Amara d'une voix douce. Mais chaque mot était comme du vinaigre qui coulait dans la poitrine de maman. Un autre jour, maman était dans la cuisine, préparant une grande marmite de ragoût avec un peu de bœuf, du poisson séché, une pincée d'écrevisses, tout ce que Fémie adorait depuis son enfance. Elle remuait délicatement, et le parfum riche embaumait la cuisine en marbre immaculé. Des talons claquèrent derrière elle. Amara entra, vêtue d'une robe moulante, de la mousse collée à l'oreille. Elle fronça le nez et agita la main comme pour chasser de la fumée. « Maman, cette odeur. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être au marché d'eau chaud. Pas haï quoi. » Elle raccrocha, se retourna et s'appuya contre le comptoir. « Je te l'ai déjà dit, cette maison doit garder cette odeur de ragoût. Une odeur de friture. C'est l'odeur de la pauvreté. Maman, si les gens viennent sentir ça, ils vont croire que le PDG d'Equa vit encore dans un boui-boui. » Maman recula instinctivement. Méfait aime ce ragoût. La dernière fois, Amara l'interrompit, son sourire s'effaçant. Fémie est un homme d'affaires maintenant, plus un gamin pieds nus d'un quartier pauvre. Maman doit le laisser vivre à son niveau. Maman se mordit la lèvre, avalant quelque chose de lourd. Elle finit par murmurer, maman va ouvrir la fenêtre. La prochaine fois, j'en ferai moins. Mais ce soir-là, quand Fer rentra, il mangea quand même 2 bols pleins. Les yeux brillants comme un enfant qui retrouve son jouet préféré. Dehors, Amara se tenait là, les bras croisés, silencieuse, le regard froid comme la pluie. Puis vint le problème de maman qui marchait sans regarder. La maison d'EcoYI était immense, avec des panneaux de verre reflétant la lumière du soleil et des sols en pierre polie où les pas résonnaient. Maman était habituée aux sols poussiéreux et aux terrains accidentés et bruyants. Elle faisait de son mieux pour marcher discrètement, mais elle avait toujours un faux pas. Un matin, Amara filmait une vidéo,
un petit clip sur sa vie de femme de PDG pour Instagram. Elle se tenait dans le salon, un large sourire aux lèvres, encadré par un canapé blanc, un vase de fleurs importées et un tapis turc. Soudain, maman arriva derrière elle, un balai à la main. Petite et voûtée, elle entra par inadvertance dans le champ. Amara arrêta net l'enregistrement et se retourna brusquement. « Maman, mon Dieu, pourquoi tu ne fais pas attention où tu marches ? Je filme pour les réseaux sociaux. Si les gens voient ça, ils vont croire qu'il y a une vieille femme de ménage ici. » Maman sursauta, le balai lui glissant des mains. « Oh, pardon. Je ne savais pas. Chez nous, je marche où je veux, parce que ce n'est pas chez nous. » « Maman, dit Amara d'une voix glaciale, ici, chaque pas doit être présentable. Je ne veux pas qu'on prenne la mère du PDG pour une femme de ménage. » Ces mots la frappèrent comme une gifle invisible. Maman se baissa pour ramasser le balai, la main tremblante. « Désormais, maman, avant de sortir, préviens-moi, » ajouta Amara, sa voix redevenue douce. « Pour que je puisse me préparer. Il faut que cette maison soit rangée. » Maman acquiesça. Rangée. Dès lors, elle sortit moins. Elle resta plus souvent dans sa chambre. Elle ne sortait que lorsqu'elle était sûre qu'aucun téléphone n'enregistrait, aucune caméra, aucune image ne risquait de perturber la conversation. Jour après jour, les mots d'Amara ne lui laissaient pas de marque sur la peau, mais ils lui blessaient le cœur. La nourriture des pauvres, les vêtements du village, l'odeur de la misère, marchaient sans regarder. Chaque mot qu'Amara prononçait était comme une aiguille, trop petite pour tuer sur le coup, mais assez pointue pour déchirer un cœur à la longue. Éphémie, comme beaucoup d'hommes le gaz, était pris entre les mains chaudes et calleuses de sa mère qu'il avait élevée et l'étreinte douce et parfumée d'une épouse citadine moderne. Chaque fois que sa mère émettait une petite plainte, comme « Amara n'aime pas l'odeur de ma cuisine. Peut-être devrais-je moins cuisiner », Fay lui tapotait doucement l'épaule et riait. « Oh, maman, ma génération est différente. Ne prends pas ces remarques au sérieux. J'aime toujours ta cuisine. La prochaine fois, cuisine pour moi séparément, d'accord ? » Et il s'arrêtait là. Il ne demandait jamais « Qu'a-t-elle dit exactement ? Comment t'es-tu senti ?» Il ne plongeait jamais son regard dans les yeux éteints de sa mère, où la tristesse planait silencieusement comme un nuage qui refusait de se dissiper. Il était pris par ses réunions, ses présentations aux investisseurs, ses réponses aux courriels de New York et de Londres. Il ne se rendait pas compte que certaines choses, si on est trop occupé pour les remarquer, seront un jour trop tard pour être sauvées. Maman comprenait. Elle comprenait ce sentiment d'être un fardeau. Toute sa vie, elle s'était entraînée à se faire discrète pour que le monde autour d'elle reste confortable. Alors, au lieu de se plaindre, elle s'adaptait. Elle se levait plus tôt, cuisinait des portions plus petites, utilisait le fourneau du fond, ouvrait toutes les fenêtres pour laisser les odeurs s'échapper, lavait le linge dans la cour, évitant l'étendage d'Amara, choisissait des couleurs moins vives, pensant que cela lui donnerait un air moins campagnard. Mais pour Amara, tous ces efforts n'étaient jamais suffisants. Un après-midi caniculaire, alors que la chaleur était suffocante, maman était assise dans la cuisine, s'éventant doucement avec un éventail en feuilles de palmier. Elle pensa à Fay, se souvint de la façon dont il mangeait du mumua avec les mains, du piment sur les lèvres, un large sourire aux lèvres. « Il rentrera tôt aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Que maman lui prépare un bol de riz chaud, un peu de ragoût, un peu de bœuf. Il a dit que ma cuisine lui manquait. » Cette pensée lui réchauffa le cœur comme la chaleur du fourneau à charbon sous le cuiseur vapeur mamois, des années auparavant. Elle tamisa le riz, ne gardant que les grains les plus blancs, coupa le bœuf, fit revenir les oignons et versa la purée de tomates. Un parfum riche et rouge s'éleva, tel un coucher de soleil sur les toits de tôle du vieux quartier. Le bol était prêt. Du riz blanc et moelleux, un ragoût rouge épais par-dessus, des morceaux de bœuf soigneusement disposés. Maman posa le bol sur un plateau, en essuya le bord et le porta délicatement dans la salle à manger. La lumière du soleil caressa le riz fumant comme une douce bénédiction. « Oui, c'est bon. Mon fils va adorer, » murmura-t-elle. Soudain, des talons claquèrent sur le sol de pierre. Amara descendit l'escalier, sa robe moulant ses formes, ses cheveux impeccables comme si elle sortait de chez le coiffeur. Elle s'arrêta, les yeux rivés sur le bol dans les mains de maman. Un silence passa. Puis ses lèvres esquissèrent un sourire, non pas de joie. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était si froide que même la cuillère en argent sur le plateau sembla trembler. « Du riz, je l'ai fait pour Fay, » dit-il. « Maman, tu as cuisiné ça pour Fay ?» Amara haussa un sourcil. Du riz blanc et du ragoût rouge. On dirait de la nourriture de cantine. Maman se figea, son sourire s'effaçant. Mais il a grandi en mangeant ça. Il a dit que ça lui manquait. Amara éclata de rire, un rire qui résonna dans la vaste pièce.
Oh mon Dieu, maman. Imagine si ses associés ou ses clients entrent et voient le PDG manger de la nourriture de pauvres. Ils vont le filmer et le poster en ligne. Le PDG d'Equa, qui mange encore de la nourriture de village. Tu imagines la honte? Elle avançait à pas de géant, comme si elle enfonçait un clou dans le sol. Maman, je t'ai dit que cette maison a besoin d'une image. Ce genre de nourriture appartient au souvenir, pas à la table d'Equa. Maman ouvrit la bouche, voulant s'expliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Laisse-moi débarrasser, dit Amara en attrapant déjà le bol. Maman, s'il te plaît, laisse-le jusqu'à fait. Mais Amara n'attendit pas. Elle arracha le bol des mains de maman, la céramique s'entrechoqua bruyamment contre le plateau. Quelques grains de riz s'éparpillèrent sur le sol, roulant comme des dents de lait tombant de la bouche d'un enfant. Maman tendit instinctivement la main, mais il était trop tard. La jeune épouse, élégante dans sa robe coûteuse, se dirigea droit vers la salle de bain, ses talons frappant le sol d'un rythme froid et déterminé. Maman resta figée, les mains toujours tendues comme une statue inerte. Amara, ce que tu fais? Sa voix se brisa, à peine audible. Je jette les ordures, maman, répondit Amara sans se retourner. La porte de la salle de bain s'ouvrit. L'obscurité régnait à l'intérieur. La silhouette d'Amara disparut dans les ténèbres. Quelques secondes plus tard, un seul son résonna dans la maison. Un son aigu, impitoyable, déchirant l'illusion d'élégance et de paix que la maison prétendait offrir. Le bruit du repas qu'elle avait préparé, jeté directement dans les toilettes. La porte s'ouvrit. Fémie entra, épuisée après une réunion tendue. Sa cravate était dénouée, les 2 premiers boutons de sa chemise ouverts, et l'ordinateur portable sur son épaule lui pesait comme une pierre de plus à porter toute la journée. La climatisation de la voiture venait de s'éteindre. La chaleur étouffante de fin d'après-midi envahit la maison, se mêlant à la légère trace de Cologne qu'il avait vaporisée le matin même, désormais réduite à une simple odeur de fatigue. Il retira ses chaussures en cuir et franchit le seuil, ses doigts se portant machinalement au bouton de sa veste. Son esprit était encore encombré de chiffres, d'échéances et des paroles d'un investisseur. Nous avons besoin de voir de la croissance. Pas seulement une histoire touchante sur le quartier pauvre où vous avez grandi. Il avait souri, répondu avec son ton assuré de PDG habituel, mais maintenant que la porte d'entrée était fermée derrière lui, cette armure tomba, ne laissant apparaître que Fay, le fils de la femme qui, un jour, avait vendu du lame sous la pluie pour qu'il puisse vivre cette vie. Il inspira profondément. La maison était étrangement silencieuse. D'habitude, à cette heure-ci, maman serait dans la cuisine, une main sur la louche, l'autre essuyant la sueur de son front, en criant « Fénie, tu manges aujourd'hui ». Maman aurait préparé un ragoût frais. Et Amara serait au salon ou dans l'escalier, bavardant au téléphone, son rire résonnant dans la maison comme un carillon. Mais ce soir-là, Fay n'entendit aucune cuillère tapoter une casserole. Il ne sentit ni oignons frits, ni huile chaude, ni ragoût rouge, les odeurs de son enfance. Un seul bruit provenait du fond du couloir. Glou-glou, 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 le bruit de l'eau qui tourbillonne. Puis le claquement métallique et sec d'une chasse d'eau, comme si on lui avait tiré sur un nerf. Juste après, des rires. Pas le rire facile et décontracté qu'on laisse échapper en écoutant une histoire drôle à la radio, mais un rire court, sec, aigu, comme des éclats de verre qui s'entrechoquent. Fémie se figea dans le couloir. Un froid étrange lui parcourut l'échine, plus froid que la chaleur extérieure n'était brûlante. Il posa son ordinateur portable sur le banc près de la porte, sans même prendre la peine d'enlever sa veste. Sa main se crispa sur la poignée, puis la lâcha. Son cœur s'emballa, non pas à cause de présentation ou d'échéance, mais à cause d'une sensation très ancienne, celle qu'il avait enfant en rentrant en courant et en ne voyant pas sa mère dans la cuisine, là où elle aurait toujours dû être. « Maman » voulut-il crier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La chasse d'eau cessa de couler, lourdement, définitivement. Un silence pesant suivit. Puis il entendit le claquement de talons hauts sur le sol en pierre, un rythme qu'il reconnaissait au milieu d'une foule. « Amara » murmura-t-il en se dirigeant vers le fond de la maison, chaque pas plus lourd que le précédent. Le couloir était bordé de pierres polies, des tableaux accrochés de part et d'autre, des appliques murales de style européen diffusant une douce lumière dorée. Tout correspondait parfaitement à l'image de PDG d'Equa qu'il s'était forgée. Mais sous cette lumière chaleureuse, quelque chose clochait. L'air était saturé de l'odeur chimique âcre du nettoyant pour salle de bain, mêlée à une autre senteur qu'il connaissait très bien, mais qu'il n'avait pas encore identifiée. Lorsqu'il tourna au coin de la rue, la scène qui s'offrit à lui le frappa comme un coup de poing en plein cœur. Amara se tenait près de la porte de la salle de bain, une main sur le chambranle, l'autre sur la hanche, sa robe moulant ses formes points, ses cheveux bouclés reposaient parfaitement sur ses épaules.
Elle pencha un pied, appuyant de nouveau sur le levier des toilettes du bout de son talon aiguille, comme si c'était un jeu. Dans ce bref instant où l'eau tourbillonna, fait le vit. Le bol en céramique de maman, celui qu'elle utilisait toujours. Dans la tache rouge de ragoût, quelques grains de riz blanc tourbillonnaient dans l'eau sale, emportés par le courant comme des souvenirs qu'on effaçait délibérément. Le bruit de l'eau des toilettes était fort, sec et si froid qu'il couvrait tous les autres sons de la maison. Maman était appuyée contre le mur d'en face. Son corps était recroquevillé sur lui-même, paraissant 2 fois plus petit. Sa main ridée agrippait le bord du mur, les jointures pâles. Ses yeux étaient rouges, humides, comme si elle avait retenu ses larmes, de peur de provoquer des ennuis. Fémie resta immobile. Pendant quelques secondes, le temps se brisa en 1000 morceaux. Un morceau était le bol de riz. Un autre était la main tremblante de maman. D'un côté, le petit sourire en coin d'Amara. De l'autre, le souvenir d'un petit garçon assis au bord d'une route poussiéreuse, mangeant des morceaux de MOA que sa mère lui tendait. Savourant chaque bouchée comme un festin. L'odeur qu'il avait enfin reconnue, celle des tomates cuites avec des poivrons, des oignons et du bœuf, était maintenant noyée sous l'âcre odeur de produits nettoyants pour toilette. D'un côté, l'enfance. De l'autre, l'image de luxe à laquelle on lui avait dit qu'il devait se conformer. Il entendait son cœur battre dans ses oreilles. Boum boum, comme les tambours d'une église un dimanche matin. « Oh, tu es rentré tôt ?» dit Amara en se tournant vers lui, d'une voix légère comme si de rien n'était. Je rangeais un peu. La maison doit rester propre, non ? Le mot « ranger » flotta hors de sa bouche, doux comme de l'écume, mais transperça les oreilles de Fine comme de l'acier. Il la regarda, puis baissa les yeux vers les toilettes, où de petites bulles de savon flottaient encore à la surface de l'eau fraîchement tirée. Une autre image lui traversa l'esprit. Maman, dans la vieille maison, lavant à la main de vulgaires bols en céramique sous un robinet qui fuyait, murmurant des prières. « Mon Dieu, faites que mon fils ait assez à manger chaque jour. » Il déglutit difficilement. Que venait-il de se passer ? Fémie n'avait jamais entendu sa propre voix ainsi. Basse, rauque, presque étrangère, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Son regard se posa sur les chaussures d'Amara, toujours posées sur la chasse d'eau. Les tendons de son pied se dessinaient sous sa police. Aucune hésitation, aucun regret. Il se tourna et croisa le regard de maman. Un océan d'émotions s'y retenait. Honte, douleur, culpabilité et peur. La peur d'une vieille femme réalisant qu'elle pourrait être un fardeau pour son propre enfant. « Maman » voulut dire Fémie. Mais une autre question lui vint, plus vive, plus brûlante, comme du fer arraché au feu. L'eau des toilettes s'était tarie. La maison était de nouveau silencieuse, mais d'un silence glacial. Il sentait sa poitrine se serrer, comme s'il allait exploser s'il ne parlait pas. « Amara, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Fémie se brisa. « J'étais en train de donner une leçon à ta mère. » Amara agita la main, ses ongles rouges scintillant sous la lumière de la salle de bain, comme de minuscules traînées de sang. Cette maison n'est pas un endroit où les pauvres viennent apporter leur nourriture immonde de village. Les mots « nourriture de village de pauvres » s'écrasèrent sur le carrelage blanc comme des pierres jetées dans l'eau stagnante, éclaboussant d'immondices les 3 personnes présentes. Les oreilles de Fémie bourdonnaient. Il fixa Amara comme si elle était une parfaite inconnue. La femme qu'il avait épousée, la femme qu'il avait protégée, la femme qu'il avait accueillie dans cette maison, se tenait maintenant devant les toilettes qui venaient d'engloutir le bol de nourriture préparé par sa mère, parlant des pauvres comme si elle décrivait de la moisissure sur un mur. Il se tourna vers maman. « Maman !» Sa voix se brisa. « Depuis combien de temps ça dure ?» Maman tressaillit comme si on la réveillait en sursaut d'un cauchemar auquel elle essayait de s'habituer. Elle secoua la tête, ses lèvres esquissant un sourire forcé, celui qu'elle arborait chaque fois qu'elle tentait de rassurer son fils. « Maman voulait juste te préparer à manger. Ce n'est rien, mon fils. Maman a juste un peu dérangé la maison. » Elle se baissa pour ramasser quelque chose par terre, mais il n'y avait plus rien. Seulement un vieux chiffon à la main, taché d'eau sale, d'une marque gris brunâtre. Ses mains ridées, rougies par la chaleur et l'âge, tremblaient fortement. Fémie avait tout vu point, et elle lui saisit le poignet et sentit la froideur de sa peau, une froideur qui n'appartenait pas à une femme qui avait passé sa vie entière au-dessus de la vapeur brûlante et des flammes. « Maman !» Il resserra son étreinte, craignant que s'il la lâchait, elle ne disparaisse dans le mur derrière elle. « Tout va bien ?» répéta maman. Pour la 2e fois, son regard se perdit ailleurs. « C'est juste que maman n'est pas habituée à cette vie. Maman a fait des erreurs. Ta femme m'a juste un peu rappelé les choses. »« Rappelé ?» murmura Fémie d'une voix basse. « Dangereux. »
Un rappel, c'est jeter la nourriture de ma mère dans les toilettes et tirer la chasse avec le pied. L'air dans la salle de bain s'épaissit, suffocant. Amara posa une main sur sa hanche et rit. Un rire sec, comme du verre qui s'entrechoque. N'exagère pas tout. Ce n'était qu'un bol de riz. Un seul bol. Tu sais combien coûte cette maison? Tu sais qui tu invites à manger ici? Partenaires, investisseurs, étrangers. Et ta mère continue de cuisiner ses repas de misère et de les servir comme si on tenait une échoppe de bord de route. Elle désigna la cuisine du doigt, comme pour présenter la preuve d'un crime. J'apprends à ta mère que ce n'est pas un bidonville. C'est un quartier populaire. Tu veux préserver ton image, ou tu veux qu'on te filme? Un PDG mange la nourriture des pauvres préparée par sa mère et la publie en ligne. Une vague de chaleur envahit la poitrine de Fémi, lui remontant jusqu'à la gorge. Il se souvint des soirs où il rentrait tard et voyait une petite marmite de ragoût sur le feu. Maman, assise tranquillement dans un coin, lui demandait « Tu as mangé aujourd'hui ?» Il se souvenait d'avoir avalé quelques bouchées à la hâte, épuisé, sans se rendre compte des regards pleins d'espoir posés sur lui. Il avait cru que c'était juste de l'amour. Il ignorait le prix de chaque plat. Les insultes, les réprimandes, l'expulsion de la cuisine qui avait été son univers. Il déglutit difficilement. « Maman » dit-il, les yeux rivés sur elle. C'est la première fois qu'Amara fait ça. Maman resta silencieuse. Son sourire forcé s'effaça comme une aquarelle bavée par la pluie. Elle baissa les yeux. Une traînée d'eau sale coulait encore sur sa jambe, jusqu'aux toilettes. De toute évidence, elle avait essayé d'empêcher Amara de jeter la cuvette comme un déchet. « Dis-moi la vérité, maman. » Maman serra le chiffon plus fort, ses doigts s'enfonçant dans le tissu. « Mon fils, maman ne veut pas t'inquiéter. Tu as déjà assez de travail à la maison. Laisse-vous gérer ça toutes les deux. » Maman. La voix de Féni claqua comme un fouet. C'est la première fois qu'Amara te manque de respect comme ça. Les yeux de maman s'emplirent de larmes, comme si on avait forcé une soupape à l'intérieur. Non, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, mais ce n'était que des mots. Maman peut supporter ça. Chacun son point de vue. Maman vient du village. Je le sais. Tu vois? Coupa Amara en agitant la main. Même ta mère l'admet. Je l'aide simplement à se moderniser pour ce niveau de vie. Tu peux devenir le PDG de demain, tandis que ta mère est restée bloquée dans le passé. La dernière phrase fut cinglante. Un silence de mort s'abattit sur la maison. Le ventilateur de plafond, la climatisation, les voitures dehors. Tout s'éteignit, jusqu'à ce que seul le cœur de Fémi, battant là. Chamade, résonne encore dans ses oreilles. Il regarda sa mère. Elle était si petite qu'elle semblait se fondre dans le mur. Ses mains, hâlées par le soleil, tremblaient dans son linge, celui-là même avec lequel elle avait tenté d'essuyer son humiliation, encore dégoulinant d'eau des toilettes. Deux images se superposèrent dans l'esprit de Fémi. Sa mère, près d'une marmite fumante dans une ruelle poussiéreuse, les joues ruisselantes de sueur, l'appelait « Fémi, mange pour pouvoir aller à l'école ». Et sa mère, là, fixant la cuvette des toilettes qui avait englouti sa nourriture. Quelque chose se brisa en lui. Pas la patience, pas son rôle de mari ou de PDG, mais l'illusion qu'il pouvait s'interposer entre sa mère et cette femme. Il n'y avait plus d'entre-deux. Amara. Sa voix résonna dans toute la maison. Ce n'était pas la voix du cadre calme et posé qui parlait avec aisance dans les salles de réunion, mais celle du petit garçon qui, un jour, sous la pluie, serrait la main de sa mère, hurlant sur un commerçant qui refusait de lui faire crédit. « J'étais pauvre. » Il s'avança, les yeux brûlants. « Elle me nourrissait avec la même nourriture que vous venez de jeter dans les toilettes. » Son cri résonna contre les murs, les carreaux, les miroirs, faisant trembler la maison qui s'enorgueillissait autrefois de son élégance. Maman sursauta, les larmes coulant sur ses joues, incapable de les retenir. Elle n'avait jamais entendu son fils crier ainsi. Pas pour de l'argent, pas pour les affaires, pas par fierté, juste pour un bol de riz qu'elle avait cuisiné. Amara recula, non par peur, mais par choc. Elle ne s'y attendait pas. Elle connaissait le Fémi doux et raisonnable, toujours prêt à faire des compromis pour préserver la paix. Mais cet homme, les yeux rouges, les mains tremblantes de colère, la voix brisée par le chagrin, était un inconnu. « Tes cris pour un bol de riz. » Elle laissa échapper un faible ricanement, mais sa voix se brisa au milieu de sa phrase. Fémi ne répondit pas. Il se contenta de serrer plus fort la main de sa mère. Une déclaration à toute la maison. Aux toilettes rutilantes qui avaient englouti son travail. À la femme qui pensait pouvoir effacer son passé, on peut jeter certaines choses. Mais certaines choses, s'il laissait quelqu'un les piétiner, il ne serait plus lui-même.
Amara tenta de se défendre, sa voix s'efforçant de garder un calme qui commençait déjà à trembler. Je veux juste que la maison ait l'air plus élégante. Ta mère. Ça suffit. Fémie la coupa net. Son cri déchira l'air suffocant de la salle de bain rutilante comme un couteau. Le son rebondit sur les carreaux blancs, le miroir, les gouttes du pommeau de douche. Pour la première fois depuis leur mariage, Amara se tut. Fémie prit une profonde inspiration, comme pour refouler la colère qui montait en lui. Il se retourna, sa veste de costume de marque de travers, sa cravate complètement dénouée, mais il ne prit pas la peine de la remettre en place. À cet instant, il n'était plus le PDG d'une start-up de marketing. Il était juste un fils, debout dans une salle de bain, face à face avec les deux femmes les plus importantes de sa vie. Réalisant qu'il avait laissé l'une d'elles avoir le cœur brisé dans cette même maison qui portait son nom, sans adresser un mot de plus à Amara. Fémie s'effondra soudain à genoux. Il s'agenouilla là, sur le carrelage de la salle de bain, où l'eau sale scintillait encore faiblement, là où, quelques instants auparavant, le riz de sa mère avait tourbillonné avant de disparaître. Ses genoux heurtèrent le carrelage. Le tissu de son pantalon de marque se froissa, s'enfonçant dans le sol dur et froid. Il releva la tête et regarda sa mère droit dans les yeux. Elle se figea, déconcertée. Toute sa vie, c'était elle qui s'agenouillait devant l'autel, à l'église, près des lits d'hôpital, priant pour que son fils survive à une forte fièvre, devant la porte des créanciers, implorant juste une semaine de plus. Jamais elle n'avait imaginé qu'un jour son fils s'agenouillerait devant elle. Les mains fortes d'un homme adulte se levèrent et prirent ses mains ridées par l'âge. « Maman » commença Fémie, la voix brisée comme du verre, s'écrasant sur le sol. « Je suis désolé » dit-il en inspirant profondément. Le mot suivant sembla coincé dans sa poitrine, traîné hors de sa bouche petit à petit. « Je t'ai laissé vivre dans la peur, dans ma propre maison. » Le mot « ma » résonna lourdement. C'était sa maison, à son nom, achetée avec son argent. Il l'avait choisie, meublée, sélectionné chaque surface polie à l'intérieur. C'était lui qui l'avait amenée ici avec cette promesse, on prendra soin de toi. Tu pourras te reposer. Mais, maintenant, en la voyant, la main crispée sur le mur, le linge sale et humide qu'elle serrait, le regard fuyant, il comprit que chaque mur immaculé, chaque carreau brillant, chaque lumière jaune et chaude était devenu le témoin de la peur silencieuse de sa mère. Maman essaya de retirer ses mains, mais Fée s'accrocha. Non, maman, laisse-moi finir. Ne t'éloigne pas de moi. Ses yeux étaient injectés de sang, les veines de son cou saillantes. Je pensais que tant que je gagnais assez d'argent, que je t'offrais une meilleure maison, de meilleurs médicaments, de meilleurs hôpitaux, j'avais fait mon devoir de fils. J'y croyais. Alors j'ai fermé les yeux sur ces petites choses qui n'étaient rien pour toi. Il déglutit, les souvenirs le frappant comme des couteaux. Maman doit moins cuisiner. Ma belle-fille n'aime pas l'odeur. Maman marchera plus lentement. Je ne veux pas ternir ton image. Je suis vieux. Je peux vivre, cependant, tant que vous êtes heureux tous les deux. À l'époque, il avait pris ses remarques à la légère, les considérant comme de simples sacrifices d'une mère aimante. À présent, il voyait chaque phrase pour ce qu'elle était réellement, un signal d'alarme. Et il les avait toutes ignorées sans s'arrêter. Maman. Sa voix baissa. J'aurais dû le voir plus tôt. La première fois qu'Amara a osé traiter ta nourriture de « nourriture de pauvre ». J'aurais dû l'arrêter. La première fois qu'elle s'est moquée de ton chemisier, j'aurais dû lui dire « c'est le chemisier que j'ai acheté à ma mère avec mon tout premier salaire ». Mais je suis resté silencieux. J'ai laissé passer ces mots comme s'ils n'étaient pas assez importants pour que je prenne la parole. Il laissa échapper un rire amer et brisé. Je suis perspicace avec les investisseurs. Je défends mes projets devant le conseil d'administration, je me dispute avec mes concurrents, mais je n'ai pas eu le courage de défendre ma propre mère. Devant ma propre femme. La poitrine de maman se soulevait et s'abaissait. Mon fils, murmura-t-elle. Je ne t'en veux pas. Je ne voulais juste pas que tu sois pris entre deux femmes. Je suis vieille. Tu dois penser à ton avenir, à celui de ta femme. Mais si le prix de cet avenir est l'humiliation de ma mère. Fémie jeta un coup d'œil aux toilettes où l'eau était redevenue claire, mais sentait encore fortement les produits chimiques. Alors ce n'est pas une future mère. C'est une trahison déguisée. Un silence pesant s'installa. Amara s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire serrée. Elle voulait dire « tu vas trop loin ». Ou « je ne voulais pas dire ça comme ça ». Ou lui rappeler que ses parents étaient trop pauvres pour comprendre le monde dans lequel ils vivaient désormais. Mais chaque version de cette phrase, aussi déformée soit-elle, était un coup de poignard de plus, et cette pièce était déjà assez sanglante. Elle entendit ses propres mots résonner en elle.
Cette maison n'est pas un endroit où les pauvres peuvent apporter leur nourriture immonde du village. En les prononçant, elle s'était sentie forte, comme si elle posait des limites. Maintenant, en voyant l'homme dont elle s'était vantée agenouillée devant sa mère, elle comprit que certains mots, une fois prononcés, sont irrévocables. Ils planent dans l'air, s'imprègnent dans les murs, dans le sol, dans la mémoire de tous ceux qui les ont entendus. Même si celui qui les a prononcés dit plus tard, je ne voulais pas dire ça comme ça. La blessure est déjà faite. Maman baissa les yeux vers son fils agenouillé devant elle et son cœur se serra. Fémi, lève-toi. Tu es un homme, le chef de famille. Comment peux-tu rester agenouillé sur le sol de la salle de bain comme ça? Si les gens te voyaient, ils se moqueraient de toi. Laisse-les rire. Fémi secoua la tête, serrant plus fort ses mains. S'il y a quelqu'un qui devrait avoir honte aujourd'hui, c'est moi. C'est moi qui t'ai laissé t'humilier chez moi. Une goutte d'eau tomba sur le dos de la main de maman. Elle crut que ça venait de ses cheveux, mais une deuxième goutte tomba. Puis une troisième. Elles étaient chaudes. Fémi pleurait. La dernière fois qu'elle l'avait vu pleurer, c'était quand il avait 10 ans. Le jour où son père était mort dans un accident de camion sur l'autoroute. Après ça, Fé avait appris à se mordre la lèvre, à ravaler ses larmes et à être un homme comme les autres du quartier. Endurer, se taire, tenir bon. Et maintenant, ce même homme, à la tête d'une entreprise de centaines d'employés, laissait couler ses larmes comme un enfant aux pieds de sa mère. « Maman » murmura-t-il d'une voix brisée. « Si je pouvais revenir en arrière, j'aurais aimé te prêter plus d'attention. Remarquer chaque petit changement dans tes yeux, chaque fois que tu restais silencieux plus longtemps que d'habitude. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Il ne me reste qu'une chose à faire pour qu'un seul jour de plus ne passe sans que tu aies peur dans ma maison. » Maman aurait voulu dire « Je n'ai pas peur. » Mais elle savait que ce serait mentir. Elle avait eu peur. Peur d'être un fardeau. Peur d'être traitée de campagnarde, de démodée, de pas assez distinguée. Peur de forcer son fils à choisir. Peur à chaque fois que les talons d'Amara claquaient dans le couloir. Peur de l'odeur de sa propre cuisine. Peur qu'elle soit jugée indigne de cette maison. Elle avait vécu avec cette peur en silence, chaque jour. N'osant en parler à personne, pas même à Dieu, car elle avait honte de sa propre souffrance. Et maintenant, sous ses yeux, son fils la voyait. Il voyait le linge mouillé, les mains tremblantes, le bol manquant, les failles invisibles en elle. « Maman, je suis désolée. » Fémi répétait comme une prière. « Je te le promets, tu n'auras plus jamais à baisser la tête dans cette maison. Pour personne. Pas même pour ma femme. » Maman essaya de se ressaisir, d'esquisser un sourire, de dire « Ça va aller, mon fils. Ça va passer. » Mais les mots ne sortaient pas. Autre chose d'abord, un sanglot étouffé, puis un autre, et encore un autre point, elle était comme une bouée de sauvetage au milieu d'une rivière déchaînée. Ses vieux cils, durcis par des années de poussière et de fumée de cuisine, ne pouvaient plus retenir le flot. Les larmes jaillirent, ruisselant le long de ses rides profondes et s'accumulant sur ses lèvres tremblantes. Maman s'effondra et pleura. Ce n'étaient pas les pleurs silencieux et humiliés qu'elle versait dans son oreiller la nuit, en écoutant le couple rire au salon. Ce n'étaient pas les pleurs d'une pauvre femme se sentant déplacée dans une maison riche. C'étaient les pleurs d'une mère qui, après tout ce temps, était enfin vue par son enfant. Fémi se leva. Ses jambes lui semblaient 2 fois plus lourdes lorsqu'il les repoussa du carrelage froid. Ses genoux le faisaient encore souffrir, mais cette douleur était insignifiante comparée à celle qui montait en lui. Il se tourna vers Amara. Quand il parla, sa voix était étrangement calme. Mais sous ce calme se cachait une fine couche de glace recouvrant de la lave en fusion. « Amara, » dit-il, chaque mot résonnant distinctement. « J'en ai tellement supporté. Tellement. » Il jeta un coup d'œil au salon, comme s'il voyait à travers les murs, revivant chaque fois qu'elle s'en prenait à la femme de ménage, fronçait le nez à l'odeur du ragoût, ou souriait en coin quand maman laissait tomber un verre par inadvertance. « J'ai supporté ton amour du luxe, ton obsession des apparences, ton envie de vivre comme ces femmes de PDG sur Instagram. » Sa main se serra en un point, ses jointures blanchissant. « J'ai supporté que tu traites mon anglais de vulgaire, que tu qualifies ma façon de penser de campagnarde. Même quand tu m'as dit de réduire l'argent que j'envoyais à ma famille pour qu'on puisse se concentrer sur l'avenir, je me suis tue, me disant que c'était une question de génération, de milieu social. » Il marqua une pause, son regard croisant le sien. « Mais quiconque manque de respect à ma mère, celle qui m'a donné la vie, ne peut pas rester dans cette maison. » La salle de bain sembla rétrécir. Les murs lisses, le grand miroir, la lumière halogène chaude, tout perdit son élégance et devint les parois d'une boîte remplie d'air, prête à exploser. Amara se figea, les lèvres entr'ouvertes. Pendant plusieurs secondes, aucun mot ne sortit. « Toi »
parvint-elle finalement à dire, avant d'avaler sa salive avec difficulté. Tu me mets à la porte. Le mot « me mettre à la porte » résonna dans l'air, lui revenant en pleine figure, avec une telle brutalité qu'elle répliqua aussitôt. Tu es fou, fais. Sa voix s'éleva soudain. Cette maison est à nous. Je suis ta femme. Sans moi, tu n'aurais pas l'image que tu as aujourd'hui. Tous ces moments, toutes ces fois où j'étais à tes côtés, tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as oublié ça? Elle s'avança vers lui, ses talons frappant le carrelage comme des coups de pied sur un bol de riz. Tu veux me chasser de ta vie? Fémie ne bougea pas. Son regard si fixe la perturba. Plus de rage explosive. Plus de veines palpitantes. Juste une froide certitude, celle qui naît d'une décision prise au plus profond de soi, sans possibilité de retour en arrière. Ce n'est pas une question de bol de riz, répondit-il. C'est une question de la façon dont tu as traité ma mère comme un déchet. De la façon dont tu as utilisé. Des mots qui blessent les pauvres gens, dans cette même maison payée par tes mains calleuses, et que tu insultes. La façon dont tu as piétiné mes souvenirs et appelé ça une leçon. Il désigna les toilettes d'un geste brusque du menton. Tu n'as pas seulement jeté de la nourriture. Tu as jeté par-dessus bord le peu de respect qu'il me restait pour toi. Amara laissa échapper un rire amer et étouffé, un mélange de douleur et de fierté. Et moi alors? Elle se pointa un doigt dans la poitrine. Sais-tu à quel point j'ai sacrifié pour être avec toi? Mes amis se sont moqués de moi parce que j'avais épousé un nouveau riche. Je disais que j'étais folle d'épouser un homme qui avait grandi dans les bidonvilles, mais je t'ai quand même choisi. Et maintenant, tu es là à me dire que je ne respecte pas tes origines. Elle releva le menton. Tu parles bien, fais, mais sois honnête. Si tu étais resté accroché à tes origines modestes, serais-tu là où tu es aujourd'hui? Fémie resta silencieux. Un instant, il revit son ancien lui. Celui qui aurait entendu ces mots et choisi de les ravaler. Choisi de faire comme si de rien n'était. Promettre à maman que la prochaine fois serait la bonne et se dire « Je dois trouver un équilibre. Je dois être flexible. » Mais ce moment passa. Comme le riz qui venait de passer dans les toilettes, il dit lentement, distinctement « Amara, je me souviendrai toujours des bonnes choses que tu as faites. Je ne les nierai pas, mais chaque événement, chaque costume, chaque reportage photo ne signifie rien s'il repose sur l'humiliation de ma mère. » Il inspira profondément, puis prononça la phrase comme un verdict. Celui qui ne respecte pas ses racines ne peut pas fonder une famille. Pas avec moi. Le vide se brisa dans la tête d'Amara. Ces mots résonnaient en boucle, comme si on avait appuyé sur le bouton « Répéter ». Ne pas respecter ses racines. Ne pas fonder une famille. Alors, c'est ton choix, dit-elle doucement, sa voix soudainement plus basse. Tu choisis ta mère et tu rejettes ta femme. Fémie secoua la tête. Je choisis ce qui est juste. Si tu avais respecté ma mère, tu ne m'aurais pas mis dans cette situation. Une lueur passa dans les yeux d'Amara. Peut-être du regret, peut-être de la douleur, peut-être juste de l'orgueil blessé, mais elle brilla et disparut comme tout le reste dans la vie trépidante et superficielle qu'elle s'était construite. Elle se redressa. Très bien, dit-elle en articulant chaque mot. Tu veux que je parte? Je pars. Iikwa ne manque pas d'hommes prospères. C'était son dernier rempart. Tranchant, toxique, et elle s'efforçait désespérément de ne pas laisser transparaître sa détresse. Elle se retourna. Ses talons martelèrent le couloir. Chaque pas était comme un point d'exclamation furieux. En passant devant sa mère, elle ne la regarda pas. Le regard de sa mère la suivit silencieusement, empli de douleur, d'inquiétude et d'une étrange légèreté. Légèreté, car son fils l'avait enfin soutenue. Douleur, car elle assistait à l'effondrement d'un mariage, un mariage pour lequel elle avait prié d'innombrables nuits. Amara, appela sa mère d'une voix tremblante. La jeune femme marqua une pause, se retourna, les yeux rouges, mais le menton haut. « Maman, s'il te plaît, ne dis rien pour l'instant, » dit Fémie à voix basse. « Tu n'as rien à demander pour moi, » répondit sa mère en secouant la tête. « Je ne demande rien pour toi, » murmura-t-elle. « Je demande pour la famille. » Elle regarda Amara, ses vieux yeux embués de larmes. Des larmes. « Ma fille, si un jour tu as un fils, tu comprendras le cœur d'une mère. Chaque mère a peur d'être un fardeau. Chaque mère a peur d'être rejetée par son enfant. Ne sois pas le genre de femme qui fait ressentir cela à une mère. » Les doigts d'Amara se crispèrent sur la bandoulière de son sac à main, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Un instant, le masque froid de son visage se fissura légèrement. Elle se mordit la lèvre, soutenant le regard de sa mère un instant de plus, puis se détourna. « Je n'ai pas été élevée pour être ce genre de mère. J'ai été élevée pour ne plus jamais connaître la pauvreté.
Ce furent ses dernières paroles. Elle entra dans la chambre. Les bruits revinrent, fermetures éclairs, cintres qui s'entrechoquent, tiroirs qui s'ouvrent, vêtements arrachés du placard. La maison s'emplit du chaos d'une petite tempête qui se prépare à se calmer. Fémie s'appuya contre le mur, se sentant à la fois plus léger et comme si quelqu'un lui avait arraché un morceau de chair de la poitrine. Après tout, elle était toujours la femme qu'il avait aimée, celle qu'il avait appelée sa femme, celle avec qui il avait imaginé construire un long avenir. Mais certaines choses brisées ne peuvent être recollées avec de bons souvenirs, surtout quand les fragments sont enfouis dans le cœur de sa mère. Un instant plus tard, Amara sortit sa valise. Celle-ci laissa une longue trace sur le sol, ses roues roulant sur le même carrelage que celui filmé avec fierté le matin même pour une vidéo de visite de la maison d'un jeune PDG. Elle s'arrêta à la porte. « Tu vas le regretter », dit-elle sans se retourner. « Le monde entier te respecte parce que tu es PDG. Tu es le seul à reculer. » Accroché à son passé douloureux, Fay ne répondit pas tout de suite. Il la regarda s'éloigner, tenant toujours la main de sa mère. Il savait que s'il ouvrait la bouche pour argumenter, pour marquer des points, il risquait de dire des choses qu'il regretterait plus tard. Et il était déjà épuisé par les regrets. Finalement, il ne prononça qu'une seule phrase, basse, posée, sans forcer, mais comme des clous qui sifflaient dans l'air. « Si je dois choisir entre être respecté par le monde et ne pas trahir la femme. Tu m'as donné la vie, je choisis la seconde. » Les mots tombèrent. Personne ne répondit. Amara tourna la poignée de la porte. Claquement. La porte claqua derrière elle. Le bruit résonna dans le couloir, rebondissant sur tous les murs, s'insinuant dans chaque pièce. Ses talons claquèrent de plus en plus loin dehors. Chaque coup sur le carrelage résonnait comme le coup de grâce porté au cercueil d'un mariage. Puis le silence. Un silence complètement différent de tous les autres soirs. Plus de rires stridents venant du salon. Plus de parfums capiteux mêlés à du désodorisant. Juste le souffle de deux personnes, l'une âgée, l'autre jeune, debout ensemble dans la salle de bain. Fémie se retourna vers les toilettes. Dans ce petit cercle d'eau, il revit toute sa vie. La ruelle, l'odeur de mamois, les appels de sa mère comme vendeuse ambulante et les salles de réunion d'Iqua, les présentations aux investisseurs, ses propres pensées qui scandaient, en avant, toujours plus haut. Il serra doucement la main de Mama, puis parla doucement comme une promesse, un nouveau départ. « J'ai laissé partir une personne aujourd'hui, maman. Mais je ne te laisserai plus jamais quitter cette maison. » Ce soir-là, Mama Reddy était assise dans la cuisine, sous la douce lueur d'une ampoule jaune qui éclairait son visage marqué par l'âge. Son ombre se projetait sur le mur couleur crème, petite mais stable comme le tronc d'un vieil arbre ayant survécu à des dizaines de saisons des pluies à la gosse. La cuisine était étrangement silencieuse. Plus le claquement sec des talons hauts. Plus de volutes de parfum, tentant de masquer l'odeur de la nourriture. Juste le tic-tac de l'horloge murale et le léger murmure de la brise nocturne qui s'engouffrait par la petite fenêtre sur la table. Les casseroles que maman n'avait pas osé toucher depuis longtemps étaient là, parfaitement propres mais froides. Elle tendit la main et effleura du bout des doigts une poignée en acier inoxydable, comme si elle touchait une vieille amie qu'elle avait évitée bien trop longtemps. « Ça fait si longtemps, » murmura-t-elle presque pour elle-même, « depuis que je me suis tenue ici et que j'ai cuisiné un vrai repas. » Sa gorge se serra. Elle pensait qu'à cet âge-là, elle pourrait enfin se reposer. Plus besoin de se lever à 5 heures du matin pour allumer le fourneau. Fini de rester sous la pluie et le soleil à vendre des wamua au bord de la route. Mais le repos qu'Amara lui avait accordé n'avait pas été la paix. C'était le vide. L'impression d'être relégué au second plan, comme un vieux meuble qu'on ne ressort que lorsqu'on a besoin d'une anecdote touchante à raconter. Tandis que sa mère était assise là, Fay, appuyée contre l'encadrement de la porte, l'observait en silence. Il avait changé de vêtements, ni veste de costume, ni cravate. Il ressemblait davantage à l'étudiant qu'il avait été dans sa petite auberge de jeunesse miteuse qu'au PDG en couverture des magazines. Les manches de sa chemise étaient retroussées, ses bras forts mais tremblants. « Maman » appela-t-il doucement. Sa mère se retourna. Ses yeux étaient encore un peu rouges, mais plus calmes. « Mon fils » répondit-elle en esquissant un sourire forcé. « Tu ne vas pas te reposer ? Tu as eu une si longue journée. » Fémie entra dans la cuisine, ses baskets ne faisant presque aucun bruit sur le carrelage. « Je préfère être fatigué comme ça » dit-il en se dirigeant droit vers le réfrigérateur. Il ouvrit le paquet, en sortit des tomates, des oignons, des poivrons et du bœuf. Il ouvrit le récipient à riz et en versa une portion dans une casserole. Ses gestes étaient maladroits, comme s'il rejouait une chanson qu'il connaissait autrefois par cœur, mais qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Maman le regardait, si surprise qu'elle en oublia de cligner des yeux. « Fémie, qu'est-ce que tu fais ?» Il se retourna,
un sourire à la fois chaleureux et triste se dessinant sur ses lèvres. Il inspira profondément. Je vais préparer le riz et le ragoût que tu faisais toujours, mais cette fois, tu t'assieds. Je reste debout près du fourneau. Maman laissa échapper un rire. Ce rire se mêla à un léger sanglot. Mon fils, ses mains. Elle secoua la tête. Elles ne servent qu'à taper à l'ordinateur et à signer des contrats. Ne mets pas le feu à ta belle cuisine. Cette cuisine est froide depuis trop longtemps, maman, répondit Fémi. Si elle doit brûler un peu, c'est toujours mieux que de la laisser froide. Il coupa des oignons et la sensation piquante lui fit monter les larmes aux yeux. Maman prit un torchon. Laisse-moi couper ça. Tu n'as pas l'habitude. Tes yeux. Tu as déjà trop pleuré à cause de moi. Dit Fémi doucement en repoussant sa main. Si les yeux de quelqu'un doivent piquer à cause des oignons cette fois-ci, ce sera les miens. Il sourit, mais ses mains tremblaient encore. Maman appuya son menton dans sa main, observant les gestes maladroits de son fils. Il coupa les oignons en gros morceaux irréguliers, trancha les tomates de travers et versa un peu trop d'huile. Elle se mordit la langue. Non, non, c'est du gaspillage d'huile. Laisse-moi faire, maman. Fémi se retourna vers elle, le regard doux. Guide-moi, je le ferai ce soir. Je veux réapprendre. Là où ma vie a vraiment commencé. Maman soupira. Mais dans ce soupir, il y avait de la chaleur. D'accord, dit-elle d'une voix lente et douce, comme la vapeur qui s'élève d'une casserole. D'abord, n'aie pas peur de l'huile chaude. Tu as eu affaire à des investisseurs bien pires qu'une poêle à frire. Fémi rit, d'un rire franc, plus sincère que tous les rires forcés qu'il affichait en salle de réunion. Maman lui avait montré comment saler les oignons jusqu'à ce qu'ils soient parfumés. Comment attendre que les tomates soient bien cuites pour qu'il n'y ait plus d'odeur de cru, comment ajouter le poivre, les épices et le bœuf au bon moment pour que la viande ne devienne pas dure. Chaque instruction était accompagnée d'un souvenir. Je me souviens, quand tu avais 6 ans, tu insistais pour que je mette plus de poivre. Tu te souviens, tu mangeais jusqu'à en avoir le nez et les yeux qui coulaient, mais tu répétais, ça va, maman. Je savais que tu ne voulais tout simplement pas gaspiller l'argent que je te donnais. Je me souviens de la première fois où je t'ai donné de l'argent pour aller à l'école. Tu l'as dépensé en livres au lieu de manger. Tu es rentré si affamé que tu as failli t'évanouir. À partir de ce jour, je me suis promis que mon enfant n'aurait plus jamais faim. Fémi remuait le ragoût et écoutait. Son cœur se serrait un peu plus à chaque fois qu'elle commençait par « Je me souviens ». Il réalisait quelque chose. Enfin, il se souvenait des dates. L'année où il est entré à l'université, l'année où il a été embauché, l'année où il a lancé son entreprise. Maman se souvenait de petits détails. La fois où il avait transpiré à cause d'un plat trop épicé, la fois où il avait sauté le déjeuner pour acheter des livres, la fois où il s'était endormi sur la table à force d'étudier. Finalement, le ragoût épaissit, prenant une belle couleur rouge orangée sous la lumière de la cuisine. Son parfum embauma la maison, s'insinuant dans chaque recoin et chassant l'odeur chimique âcre du nettoyant pour salle de bain, comme si l'on chassait un fantôme. Le riz termina de cuire, sa vapeur s'élevant comme la brume matinale au-dessus des vieux toits en tôle du quartier de son enfance. Fémi éteignit le feu et versa du riz dans un bol. Non pas une de ces assiettes blanches flambant neuves du service impeccable, mais un vieux bol légèrement ébréché que sa mère avait insisté pour garder, même quand on voulait le jeter. Il posa le bol sur la petite table en bois et tira une chaise. Puis il se tourna vers elle et lui tendit la main. « Maman, je peux manger avec toi ce soir. » Une question si simple, mais pour sa mère, c'était un véritable miracle. Pendant des semaines, ses repas s'étaient résumés à des restes réchauffés, mangés seuls dans la cuisine après que le plat principal ait été servi au couple et à leurs invités. Elle s'était habituée à entendre des rires dans le salon pendant qu'elle mangeait tranquillement près de l'évier. Maintenant, son fils, celui que l'ego appelait un brillant jeune PDG, lui demandait avec la voix d'un garçon de 10 ans après l'école, « Maman, je peux manger avec toi ?» Son sourire tremblait, mais il était plus éclatant qu'il ne l'avait été depuis très longtemps. « Mon fils. » Elle hocha la tête, les yeux pétillants. « C'est ce que j'attendais depuis un mois. » Ils s'assirent. Pas de nappe élégante. Pas de vin, pas de bougies, pas de dessert sophistiqué. Juste du riz blanc, du ragoût rouge, 2 cuillères, 2 assiettes et 2 cœurs qui avaient erré bien loin de leur ancien quartier, pour retrouver maintenant le chemin de cette petite table de cuisine. Fémi prit une cuillerée de riz, y versa le ragoût et la porta à sa bouche. La chaleur, les épices, le sel, la richesse des saveurs l'envahirent comme une vieille chanson qui résonnait soudain dans l'obscurité. Il ferma les yeux. Un instant, il n'était plus à Iqua. Il était de retour dans cette minuscule cuisine. La pluie faisait claquer le toit en tôle.
Maman se tenait près de la marmite fumante, la main sur un éventail, les cheveux toujours noirs, la peau ferme, souriant malgré la sueur qui perlait sur son cou. Il se revit enfant, pieds nus, en short, assis sur un tabouret bas, dévorant du MOA fumant. Il revit son père encore vivant, riant aux éclats, disant « Notre fils va sortir d'ici. Tu verras. » Il vit maman hocher la tête, les yeux brillants de confiance. Il rouvrit les yeux. Devant lui était assise la maman d'aujourd'hui, point cheveux argentés, dos légèrement courbé, mais ses yeux toujours les mêmes, forts, doux, reflétant tout un ciel d'espoir qu'elle avait déversé en lui. « Maman, dit doucement Fémi, je te le promets, à partir d'aujourd'hui, plus personne n'utilisera le mot « pauvre » comme une insulte dans cette maison. Plus personne ne traitera ta nourriture de sale nourriture de village. Si quelqu'un essaie, il ne fera plus partie de la famille. » Maman posa sa cuillère et le regarda droit dans les yeux. « Fémi, dit-elle d'une voix basse et douce comme la brise du soir. Une personne pauvre n'est pas celle qui a peu d'argent en poche. C'est celle qui a peu d'amour dans le cœur. J'ai toujours été pauvre d'argent, mais jamais pauvre d'amour pour toi. » Elle posa délicatement sa main sur la sienne. On ne choisit pas où l'on est, mais on peut choisir comment on traite cet endroit. Quelqu'un qui a de l'argent et qui oublie ses racines. Qui oublie là? Personne qui l'a tenu dans ses bras quand il était un bébé nu. Cette personne, je la rends riche. Elle porte la richesse comme un costume. Fémi avala une autre cuillerée de riz, sentant sa gorge brûler. Demain, dit-il, je vais le dire à mon entreprise et à la presse. S'ils demandent-moi, je n'ai pas réussi grâce à un milieu aisé. Je suis là grâce à ma mère qui a vendu mon âme. J'en ai assez qu'on se moque de mon passé. Et j'en ai assez de laisser qui que ce soit te réduire à l'ombre de moi-même. Maman sourit cette fois. Son sourire ne trembla pas. Mon fils, tu as réussi dès l'instant où tu t'es agenouillé devant moi aujourd'hui. Pas le jour où les journaux ont publié ta photo. Dehors, le bruit des Legos résonnait, des klaxons retentissaient, la musique d'un bar s'échappait, des voix se disputaient dans la chaleur, des générateurs vrombissaient au loin. La ville était toujours en effervescence, poussant sans cesse les gens à viser plus haut, à aller plus vite, à monter, toujours plus haut. Mais ce soir-là, dans cette petite cuisine de la maison Aqua, 2 personnes ne montaient ni ne descendaient. Elles revenaient simplement à l'essentiel, à un repas simple. À la façon dont maman nous parlait, non par devoir, mais par amour. À un endroit où une mère ne se sent pas comme une invitée chez son propre fils. Et l'histoire s'acheva ainsi. Une leçon que chaque famille nigériane comprend. Village riche ou pauvre, ville ou village. Qui oublie ses racines se perd. Qui méprise celle qui l'a élevé perd tout. Car dans un monde où l'argent va et vient, où les maisons s'achètent et se vendent, et où la réputation se fait et se défait, l'amour d'une mère est la seule chose qu'on ne peut jamais racheter une fois bafouée. Mon cher ami, après toute cette souffrance, ces mots irrévocables et ces larmes versées sur le sol froid de cette salle de bain, nous avons appris une leçon essentielle de la vie. On peut reconstruire une maison, mais on ne peut jamais reconstruire une mère. On peut choisir une épouse, choisir des amis, mais on ne peut pas choisir la femme qui nous a élevés avec sacrifice et un amour inconditionnel. Au Nigeria, on dit qu'un arbre qui oublie ses racines tombera. Si nous oublions les mains qui nous ont nourris, si nous oublions les repas simples que nos mères préparaient avec un amour pur, alors nous nous perdons nous-mêmes bien avant de perdre qui que ce soit d'autre. Souvenez-vous, ne laissez personne qualifier la cuisine de votre mère de cuisine de pauvre. Ne laissez personne faire peur à votre mère, même chez vous. Et ne laissez jamais le succès vous aveugler et vous faire oublier vos racines. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais savoir d'où vous la regardez. Lagos, Abuja, Accra, Nairobi, Londres, New York? Dites-nous votre ville en commentaire. Voyons où cette histoire a touché les cœurs à travers le monde. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, vous a rappelé votre mère, ou a simplement apaisé votre cœur, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime, pour que YouTube sache que vous souhaitez voir d'autres histoires comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un comme un doux rappel. Ne laissez jamais votre mère pleurer à cause de votre silence. Merci d'avoir consacré votre précieux temps à l'écoute. À bientôt pour de nouvelles histoires africaines, des histoires à vivre, à se rappeler et dont on peut s'inspirer.